Bonsoir et bienvenue sur le site du Conseil général du Bas-Rhin. Le chat de ce soir est consacré aux liens parents-enfants à tout âge. Que faut-il savoir sur la grossesse, l'allaitement, les vaccinations de vos enfants? Vous êtes à la recherche d'un mode de garde adapté à votre situation familiale et professionnelle? Comment être accompagné en tant que parent dans l'éducation et le développement de son enfant? Comment protéger un enfant? Comment maintenir, voire renforcer les liens entre parents et enfants, même à l'adolescence et au-delà? De nombreux conseils et aides existent pour répondre à toutes les questions de ce vaste domaine de l'enfance et de la famille. Depuis la loi du 5 mars 2007, les conseils généraux sont clairement affirmés comme les chefs de file de la protection de l'enfance. Nous travaillons en partenariat, bien entendu, avec les associations, avec la justice, avec l'éducation nationale, mais les grands responsables, ce sont nous, les conseils généraux. Alors ces actions se déclinent sous diverses formes. Ça commence déjà, on l'évoquera tout à l'heure, par la future maman, la grossesse, tout ce qui concerne la protection maternelle et infantile, le suivi du jeune enfant après la naissance. C'est la prise en charge des adolescents dans le cadre de la prévention spécialisée. Nous finançons 9 associations sur tout le département. Donc il y a l'enfant quand l'enfant est en difficulté ou est en danger, toutes les mesures de protection que prend le Conseil général, qui travaille avec 28 MEX. Une MEX, c'est une maison d'enfants à caractère social, donc avec des associations, des travailleurs sociaux, mais aussi ce qu'on appelle les assistants familiaux. Il y en a 433 dans le Bas-Rhin. Plus simplement, ce sont les familles d'accueil. Nous avons le foyer départemental de l'enfance, où les enfants sont placés parfois en urgence pour une période de diagnostic, avant de voir si on peut ou les renvoyer dans leur famille, ou s'il faut les placer quand le danger est trop important. Nous avons des travailleurs sociaux qui travaillent dans les mesures d'aide éducative à domicile, donc décision administrative, ou les mesures d'AEMO, assistance éducative au milieu ouvert, donc là c'est le travail avec la justice. Nous avons des travailleurs, des techniciens qui interviennent, les TISF, les techniciens d'intervention sociale et familiale, enfin tout un éventail pour protéger les enfants, pour les aider, pour éviter des situations de souffrance ou d'abandon. Alors, il y a un lien, il y a un fil conducteur. Donc toutes ces actions, placement, non-placement, assistants familiaux, travailleurs à domicile, qui est le maintien du lien entre le parent et l'enfant. C'est le sujet de notre chat ce soir, des liens à tout âge. Vous aurez dû la voir normalement à la maternité, puisque le Conseil général est le chef de file de tout ce qui concerne effectivement la protection de la santé de l'enfant et de la famille. Et à ce titre, il est chargé de la diffusion d'un certain nombre de documents, dont le carnet de santé de l'enfant, mais aussi déjà le carnet de maternité. Le carnet de santé de l'enfant, il vous est normalement donné au sortir de la maternité. Donc il y a peut-être eu effectivement une petite rupture, on va dire, de la chaîne de distribution, on va appeler ça comme ça, mais très certainement, vous pouvez vous adresser dans une structure de proximité qui est votre centre médico-social, qui vous fournira à la puéricultrice de PMI, qui, si vous n'avez pas eu effectivement de carnet de santé au moment de la sortie de la maternité, qui vous fournira le carnet de naissance, le carnet de santé de votre enfant, qui est un dossier médical, je me permets de le rappeler, et qui va suivre la santé de votre enfant tout au long de sa croissance et de son développement. Oui, bien sûr, il est indispensable de faire toutes les vaccinations qui sont recommandées et qui font partie d'un schéma vaccinal qui se déroule dans le cadre d'une politique de prévention de maladies qui sont transmissibles et dont on a malheureusement un petit peu oublié la gravité, parce que beaucoup de ces maladies-là ont diminué en intensité. On ne les rencontre heureusement plus actuellement de manière courante. Mais pourquoi? Parce que justement, il a été mis en place une politique de prévention par la vaccination. Donc il y a un certain nombre de vaccinations qui sont obligatoires et un certain nombre de vaccinations qui sont recommandées. Et si elles sont recommandées, c'est très certainement parce qu'elles sont absolument nécessaires. Et pour 2 raisons. Non seulement pour protéger
votre propre enfant, mais aussi pour assurer au niveau de la population une couverture, ce qu'on appelle une couverture vaccinale, un taux de vaccination suffisant qui va permettre de limiter aussi la circulation des germes dans la population en général. Donc c'est très important pour protéger votre enfant, bien sûr, de le faire vacciner, d'en discuter avec votre médecin qui sera votre premier conseiller et qui pourra vous dire à quel moment faire ces vaccinations, quel est le moment le plus opportun et lesquels faire en premier. Et donc pour aborder la question de la vaccination contre la tuberculose, c'était une vaccin qui était obligatoire et pour lequel il y a actuellement une levée temporaire de l'obligation, parce que c'était une maladie très fréquente il y a encore très peu de temps et que maintenant elle a tendance effectivement à diminuer dans la population générale. Par contre, il faut absolument que vous en discutiez avec votre médecin, parce qu'il y a certaines personnes, certaines populations pour lesquelles cette vaccination est encore absolument indispensable. Donc il y a maintien de certaines recommandations, je ne vais pas les énumérer ici ce soir, mais c'est très important d'en discuter avec votre médecin, il sera votre meilleur conseiller et c'est lui qui pratiquera la vaccination si nécessaire. C'est un des cœurs de métier des professionnels de PMI. Ce sont des professionnels de la maternité et de la petite enfance. Donc dans ce service, vous allez rencontrer des sages-femmes, des puéricultrices qui vont pouvoir vous renseigner, bien sûr vous apporter des conseils, vous apporter un soutien, vous orienter vers des structures qui peuvent exister. Vous pouvez vous adresser en premier lieu, je dirais, tout simplement aux professionnels qui ont suivi ou qui suivent actuellement votre grossesse ou les grossesses ultérieures. Donc votre médecin peut être de très bons conseils ou la sage-femme libérale qui éventuellement suit votre grossesse. En fonction de l'endroit où vous allez accoucher, il existe des consultations de lactation dans certains hôpitaux, dans certaines cliniques. Là aussi, renseignez-vous auprès de votre médecin ou de votre sage-femme libérale. Et ensuite, donc, les professionnels de proximité, un service qui existe, qui est porté par le Conseil général et qui est dédié à ce soutien, c'est le service de PMI. Des professionnels qui sont dans les quartiers, à côté de chez vous, en grande proximité, que vous pouvez contacter soit par téléphone, soit vous rendre à des permanences qui sont tenues régulièrement toutes les semaines, soit demander même à ce qu'un de ces professionnels passe chez vous à domicile. Alors, normalement, les coordonnées de ces professionnels, vous avez dû les recevoir au moment de votre grossesse avec le carnet de maternité. Ce que je disais tout à l'heure, le Conseil général est chargé de la diffusion du carnet de santé maternité, donc de la femme enceinte. Et avec ce carnet, on joint un courrier d'accompagnement qu'on appelle un courrier de mise à disposition sur lequel vous avez les coordonnées de la sage-femme, de la puéricultrice et éventuellement de l'assistante sociale si vous en avez besoin, que vous pourrez interpeller au moment de votre grossesse et ensuite à la naissance de votre enfant. Une fois que votre enfant est né, vous recevez un deuxième courrier qui vous rappelle l'existence de ce service public qui est dédié entièrement à l'accompagnement de la jeune maman et de l'enfant et de la famille, avec à nouveau rappel des coordonnées de ces professionnels pour que vous puissiez les contacter à tout moment quand vous en avez besoin. Alors, l'obtention de l'agrément nécessite quand même des rencontres avec des travailleurs sociaux, avec des psychologues, pour connaître les intentions réelles de la famille. Nous avons quand même des enfants qui sont placés, nous sommes responsables. Il faut d'abord s'assurer que les personnes qui souhaitent adopter ont des intentions claires. Parlons franc, éviter tout ce qui peut concerner des trafics d'enfants, des réseaux de pédophilie, c'est la première chose. Et après, voir si les deux parents souhaitent effectivement adopter, si c'est vraiment un projet du couple. Là aussi, pour que l'adoption soit réussie, il faut qu'il y ait une volonté commune. Et pourquoi aussi c'est si long ? Eh bien, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'enfants à adopter. Les demandes portent la plupart sur des enfants européens, des enfants de race blanche, et non porteurs d'un handicap. Il y a quand même des enfants confiés à l'ASE. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, l'ancienne DAS. Des enfants confiés à l'ASE qui sont porteurs de handicap. Et pour cela, il est plus difficile aussi de trouver un parent adoptant. Nous allons vous communiquer le numéro de téléphone. D'ailleurs, Sabine, ici présente, est une des responsables de la chef de l'aide sociale à l'enfance et ses collaborateurs et collaboratrices se feront un plaisir de vous accueillir et de vous recevoir pour ce parcours magnifique, difficile, mais qui est quand même une belle histoire d'amour qui est l'adoption. Donc, je pense qu'on communiquera le numéro. Voilà, on peut vous le donner d'emblée. Donc, c'est le 03 69 06 70 00. Donc voilà, n'hésitez pas à joindre le service.
Carole Droit nous dit la chose suivante, enfin c'est le constat qu'elle fait. Nos ados passent déjà énormément de temps sur les écrans, jeux vidéo, télé, téléphone. Je trouve donc vraiment dommage que les pouvoirs publics multiplient les actions de fourniture entre guillemets d'appareils technologiques type iPad, l'exemple, j'en ai un en main, pour en faire des outils à part entière à l'école ou les devoirs à la maison. Leur rôle ne serait-il pas de promouvoir le livre ? Notre internaute demande pourquoi les pouvoirs publics participent à la promotion de ce fameux outil quelque peu démoniaque qu'est l'écran, démoniaque entre guillemets. Alors là, je crois qu'il faut être lucide et aller avec notre temps, aller avec notre époque. Il n'est plus possible pour un jeune actuellement de se propulser un jour sur le marché du travail, de l'emploi, de l'entreprise, sans maîtriser les nouvelles technologies. Il est impératif de vivre avec son temps, et pour ne pas laisser quiconque au bord du chemin, il est nécessaire que tous soient initiés à l'utilisation de l'ordinateur. Je ne connais pas une une entreprise où ça ne soit pas pratiquement à tous les niveaux indispensables. Même nos professionnels de l'enfance, nos personnes qui sont dans les associations, qui travaillent sur l'humain, dans la prévention spécialisée, comme je le disais tout à l'heure, se trouvent à un moment donné ou à un autre obligés de s'asseoir derrière un écran pour faire ce qu'on appelle le reporting, dont a besoin tout chef d'entreprise ou tout chef d'administration pour avoir, grâce à l'ordinateur, des informations. L'ordinateur permet aussi un extraordinaire partage d'informations. Donc un outil dont on ne peut plus se passer. Et puis pour ce qui est donc le Conseil général plus particulièrement aide les collèges, nous sommes compétents pour les collèges, à se doter d'ordinateurs justement pour que nos jeunes soient dans la course, le cheminement du monde économique et du monde actuel. Et aussi, n'est pas des cartables avec ces fameux livres avec 10, 12, 15 kilos à porter sur leur dos. Donc objectif de rationalisation, de modernité, de compétitivité aussi, mais aussi allègement du cartable. D'ailleurs, nous poussons le crime, entre guillemets, jusqu'à distribuer chaque année à la rentrée des clés USB aux collégiens. Donc sur ces clés USB, on trouve le site Passage, qu'on a évoqué tout à l'heure pour ces adolescents qui se posent des questions, mais également un certain nombre de supports pédagogiques qui tiennent dans une petite clé USB et qui sinon représenteraient des livres et des bibliothèques entières. Et puis c'est accessible en un clic. Nos jeunes, nos enfants, même les tout petits, sont tellement doués, tellement adroits. Donc je crois que c'est aussi des moyens, des outils de savoir. L'outil informatique, l'Internet, c'est addictif, pathologique d'un côté, mais tellement indispensable et tellement outil de progrès que je crois qu'il n'est plus envisageable de s'en passer. Marie ? Ceci dit, le mot magique qui a été prononcé, c'est outil. Un écran, c'est avant tout un outil, c'est une ouverture sur le monde et il faut apprendre à l'apprivoiser. Donc que ça se fasse dans le cadre de l'école, moi ça me paraît tout à fait indispensable. Apprendre à l'enfant à gérer, à rester maître de l'outil et ne pas en devenir esclave. C'est ça la clé en fait de la réussite, c'est de dire voilà, moi l'addiction ça ne me concernera pas, ça ne me concernera jamais parce que j'ai appris à maîtriser l'outil. L'outil n'est pas, ça reste un outil, ça n'est pas l'unique objet du désir, ça n'est pas la finalité, mais c'est bien quelque chose qui va servir à atteindre autre chose, à atteindre un but de connaissance, de développement personnel. Ça doit être accompagné par l'école et par les premiers concernés, les premiers éducateurs des enfants, ce sont les parents. Au sein de la famille, il est absolument indispensable d'apprendre à son enfant, de l'accompagner effectivement très tôt dans ce processus d'apprivoisement de tous les écrans.